OK. Bon, je vois que tout le monde est en train de rejoindre. Je vais attendre 30 secondes pour être sûr que tout le monde est là. Bonjour tout le monde. Wow, ça fait beaucoup de gens. OK, donc je vais commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur le guide pratique pour bien comprendre et rédiger un capital action. Je m'appelle Adi Zaretsky et je serai votre hôte pour cette session. Avant de commencer, je tiens à vous informer que cette présentation sera enregistrée. Vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre page ressources sur notre site Internet ainsi que notre page YouTube pour une consultation future. Un courriel avec le lien vous sera envoyé après ce webinaire. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A dans le bas de l'écran et nous tenterons d'y répondre à la fin. Maintenant, je vous présente nos intervenants d'aujourd'hui. Notre premier intervenant est Maître Thierry Martel. Maître Martel est un expert en droit des sociétés et en fiscalité, pratiquant au sein du cabinet Martel-Quentin à Montréal. Maître Martel enseigne le droit des affaires à la formation professionnelle de l'École du barreau du Québec et préside le colloque Développement récent en droit des affaires organisé par le barreau du Québec. Maître Martel rédige de nombreux articles en droit des affaires et en fiscalité et est fréquemment sollicité pour donner des conférences sur des sujets d'actualité. Il est aussi l'auteur du bulletin Thierry Martel sur le droit des affaires, disponible chez LexisNexis Canada. Notre deuxième intervenante est Ranishta Sona. Ranishta travaille en tant que conseillère en adoption et apprentissage des produits chez LexisNexis Canada. À ce titre, elle accompagne les utilisateurs des produits en ligne dans leurs apprentissages à l'aide de formations adaptées à leurs besoins. Sans plus attendre, je vais passer la parole à notre premier intervenant, Maître Martel, qui va nous présenter les aspects légaux et fiscaux du capital action. Maître Martel, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager le PowerPoint. Euh, D'abord, merci. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, ça fonctionne. Oui, Excellent. Alors, on a une période assez brève pour couvrir un sujet qui est très vaste. Alors, je vais essayer de synthétiser ça de la manière la plus utile possible en essayant de dégager des éléments un peu, là, des conseils pratico-pratiques là, pour bien comprendre et rédiger un capital action. Alors, au niveau de la présentation, euh, on va commencer par parler de l'encadrement légal du capital action, tant versus la loi provinciale que la loi fédérale. Puis, on va regarder ensemble quelques définitions. Donc, un lexique, c'est quoi les mots qu'on utilise le plus fréquemment quand on traite d'un capital action. Puis, je vais faire une petite distinction entre le capital légal, le capital fiscal, puis le capital comptable. Dans le fond, c'est quoi les différences et les interactions entre les trois concepts. Puis, finalement, on va tomber dans des règles pratiques. Alors, des règles d'interprétation, c'est quoi les droits de base qui sont conférés par des actions, puis une grille de rédaction d'un capital d'action sur mesure, puis finalement, je vais vous présenter là, certains types de catégories d'actions qu'on voit là, les plus fréquemment, puis le genre de droits spécifiques qu'on peut y rattacher. Alors, naturellement, si vous avez des questions, ça va être difficile d'y répondre au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à les écrire. Puis, à la toute fin, on pourra répondre là, à certaines d'entre elles ou à toutes si on a suffisamment de temps. Alors, d'abord, l'encadrement légal. Alors là, ici, je vais survoler ça rapidement, mais l'idée ici, c'est que le capital action, c'est un des outils, c'est une des sources qui permettent d'encadrer la relation entre un actionnaire et une société par action. Donc, quand une personne souscrit des actions ou acquiert des actions d'une société ou qu'on lui les reçoit par transmission ou par achat, en fait, quand une personne devient actionnaire d'une société par action, bien, il y a un certain encadrement juridique qui va régir la relation entre l'actionnaire et la société. Puis là, bien, c'est important de comprendre c'est quoi les sources de cet encadrement juridique-là. La première source, la source principale, naturellement, c'est la loi. C'est quoi la loi habilitante de la société? C'est quoi la loi qui régit le fonctionnement interne de la société? La deuxième source, qui est très importante, c'est celle qu'on va parler dont on va parler aujourd'hui, c'est le capital action, c'est les statuts. Dans le fond, l'actionnaire, dans sa relation avec la société, bien, il y a des droits, il y a des obligations. D'où viennent ces droits? Comment est-ce que les droits lui sont conférés? Mais les droits sont rattachés aux actions dont
L'actionnaire est le détenteur. Alors, c'est comme ça qu'il va savoir c'est quoi les droits, les privilèges, les restrictions qu'il y a dans sa relation avec la société. Puis après ça, ben, le reste de l'encadrement entre la vie juridique là, ou la relation juridique entre l'actionnaire et la société, naturellement, ben, c'est le règlement intérieur qui va prévoir comment est-ce qu'on fait pour convoquer des assemblées, comment se fait l'exercice des votes en assemblée, etc. Puis finalement, ben, il peut y avoir des conventions d'actionnaires ou plus particulièrement une convention unanime entre actionnaires qui peut venir restreindre certains pouvoirs décisionnels ou conférer d'autres droits additionnels à des actionnaires qui n'auraient pas autrement par leur simple détention d'actions. Alors, on va tout de suite passer au lexique. Alors, j'ai réparti mon lexique en deux grands thèmes. D'abord, c'est action, puis ensuite capital. Alors, au niveau des actions, mais naturellement, qu'est-ce qu'une action? Alors, l'action, c'est la quote-part du droit de propriété de l'actionnaire dans la société. Donc, l'action, c'est ce qui va créer les droits, c'est le lien juridique qui unit l'actionnaire à la société. Après ça, il y a différents types de mots qu'on vient accoler là, au mot action. Par exemple, j'ai indiqué ici des actions irrégulières. Qu'est-ce que ça, c'est des actions irrégulières? Mais ce serait des actions qu'on a émises de manière irrégulière, ça veut dire qu'on a émises illégalement. Par exemple, quand on a un capital action qui vient limiter le nombre d'actions que la société est en droit d'émettre, puis que quand même, par erreur, le conseil d'administration émet des actions en excédent du nombre d'actions limitées que la société est en droit d'émettre, bien là, on a des actions qui sont irrégulières. Elles ne peuvent pas exister parce qu'elles sont en excédent au nombre d'actions que la société a le droit d'émettre. Après ça, on a des actions ordinaires. Là, actions ordinaires, actions privilégiées, c'est des expressions qu'on ne retrouve plus dans les lois corporatives. Donc, les lois corporatives ne comprennent pas ces mots-là, mais c'est des expressions qui sont encore utilisées, notamment dans les lois fiscales. On va distinguer une action ordinaire d'une action privilégiée dans les lois fiscales. Il y a plein de définitions d'actions privilégiées puis d'actions ordinaires dans les lois fiscales. Puis, en gros, ce que c'est que l'action ordinaire, on l'appelle des fois aussi action participante, c'est une action qui comprend minimalement le droit de vote, pas, excusez-moi, le droit de vote, mais le droit de participer aux dividendes, le droit de participer au reliquat des biens. Puis des fois, en fait, généralement, l'action ordinaire est aussi, elle comporte aussi un droit de vote, mais pas nécessairement. Alors que les actions privilégiées, ben, c'est n'importe quelle sorte d'action qui ne serait pas une action ordinaire. C'est souvent des actions auxquelles on va attacher des droits ou des privilèges particuliers qu'on voudra isoler dans une catégorie particulière. Il reviendra à la fin. Puis finalement, la dernière définition, je pense, c'est une définition qui est importante parce qu'elle va encadrer beaucoup du vocabulaire. La définition d'action rachetable. Alors ça, c'est une définition qui existe tant dans la loi provinciale que dans la loi fédérale. Une action rachetable, c'est une action qui, en vertu des statuts, peut être rachetable soit unilatéralement, ça veut dire au gré de la société, ou qui peut être rachetée au gré de son détenteur, ou qui peut être racheté en fonction d'une date ou d'un moment ou de circonstances qui sont prévues dans les statuts. Donc, les actions rachetables, c'est des actions pour lesquelles une transaction peut se faire unilatéralement. Ça veut dire que la société, il y a un droit de rachat prévu dans les statuts par la société, les actions sont rachetables unilatéralement, bien, n'importe quand, la société peut dire, bien, je rachète les actions, l'actionnaire n'a pas un mot à dire, il est obligé de les céder et de les transférer à la société. Alors, il y a pas, c'est pas une transaction qui est synallagmatique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une rencontre de volonté entre les parties, mais il faut que ce soit prévu au statut. Puis là, mais pourquoi est-ce qu'on en parle ici? C'est que souvent, on parle d'achat ou de rachat. Puis là, bien, la distinction dans le vocabulaire, quand on parle d'un rachat, c'est parce que la société s'est portée acquéreur d'actions de son propre capital par l'exercice d'un droit de rachat qui est prévu dans ses statuts, puis qui est attaché à des actions qu'on appelle des actions rachetables. Autrement, la société peut toujours acheter des actions de son capital, mais là, ça devient un achat ou un achat de gré à gré. Alors, c'est-à-dire que la société doit négocier avec son actionnaire le prix, les modalités de paiement, etc. Puis là, ben, le droit d'achat peut être encadré par le capital action. Puis, en tout temps, la société a toujours le droit d'acheter des actions de son capital, sauf au Québec si les actions ne sont pas entièrement payées. Prochaine série de définitions, le capital. Alors, d'abord, capital action, capital social. Bien, ça fait référence au même concept. Le capital action, c'est l'ensemble des actions que la société est en droit d'émettre. Alors, ça peut être subdivisé en catégories. Les catégories peuvent être subdivisées en séries. Mais le capital action, c'est la description de toutes les actions, toutes les catégories que la société est en droit d'émettre. Puis ça, c'est la définition en vertu de la loi sur les sociétés par action du Québec. Au fédéral, on utilise plutôt le vocable capital social.
Après ça, le capital autorisé, mais ce sont les catégories, les actions que la société est en droit d'émettre. Alors, la société a seulement le droit d'émettre des actions qui sont décrites dans ses statuts, donc dans son capital action. S'il y a un nombre limité, mais sont limités en nombre, on ne peut pas en émettre plus. Généralement, sont illimités. La société peut en émettre autant qu'elle veut de chaque catégorie, mais c'est important que les catégories existent. La société ne peut pas émettre des actions qui ne sont pas décrites, qui ne sont pas prévues dans son capital action autorisé. Après ça, le capital action souscrit, mais là, c'est la différence. Dans le fond, c'est quelles sont les actions que la société a effectivement émises parmi son capital autorisé. Alors, les actions souscrites, c'est des actions qui sont émises et en circulation. Là, on va tomber dans trois définitions un peu similaires. Le capital émis, le capital payé, puis le capital déclaré. Alors là, ici, on fait toujours référence à la valeur. Le capital émis, capital payé, capital déclaré, c'est une valeur. C'est la valeur que la société a reçue en contrepartie de l'émission d'une action. Tant au fédéral qu'au provincial, la société peut émettre des actions en contrepartie de trois choses. Soit un paiement en argent, soit un paiement en biens ou un paiement en services qui ont déjà été rendus. Donc là, un paiement en biens ou un paiement en services déjà rendu, la loi prévoit toujours que la société doit verser dans son compte de capital émis et payé ou dans son compte de capital déclaré le juste équivalent de ce que la société aurait reçu si le paiement avait été fait en argent. C'est pour ça qu'au niveau des services, on parle de services déjà rendus parce que la société doit être en mesure de quantifier, de donner une valeur aux services qui ont été rendus pour pouvoir émettre les actions. Alors, au Québec, on peut avoir des actions qui ont un capital émis. Ça veut dire que je considère que j'émets des actions pour, par exemple, une contrepartie de 100 000 mais qui est impayée. Alors, les actions seront validement émises. Elles auront un capital émis de 100 000 un capital payé de zéro si les actions n'ont pas été payées encore. Puis, n'importe quand dans le futur, soit un terme qui a été convenu entre le souscripteur et la société, ou éventuellement la société pourra faire un appel de versement, mais éventuellement l'actionnaire devra payer le montant de sa souscription. Puis là, on aura un capital qui sera émis et payé. Au fédéral, ça n'existe pas. Une action doit être payée si on veut qu'elle soit légalement émise. Alors, même si j'ai signé une lettre de souscription, que la société a adopté une résolution, que le certificat a été émis, mais l'émission n'est pas valide tant que le paiement n'a pas été fait. Là, je vous dirais que dans un contexte d'introduction de fiducie, par exemple, ou dans des contextes de société en démarrage, souvent, c'est un élément qui est un peu négligé, dans le fond, de faire en sorte que l'actionnaire a réellement payé ses actions. Alors, c'est important comme professionnel, quand on fonctionne beaucoup avec des sociétés fédérales, de s'assurer, de faire un suivi auprès de nos clients pour s'assurer qu'ils ont bel et bien fait le paiement de la souscription de leurs actions dans le cas d'une société de charte fédérale. Parce que des fois, il peut se passer plein d'années, puis là, le client arrive plusieurs années après, il veut vendre ses actions. Puis là, on fait une petite vérification, puis on constate que les actions n'ont jamais été payées. Alors, elles n'ont jamais existé. Alors, ça peut poser des problèmes assez importants. Finalement, le capital versé, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est une définition qui est fiscale. Donc, quand on parle de capital versé, c'est l'équivalent du capital légal, mais en vertu des lois fiscales, je vais y revenir sous peu. Puis finalement, le capital peut être subdivisé en catégories, puis chacune des catégories peut être subdivisée en séries. Alors, chaque catégorie, on peut lui donner les droits, les privilèges qu'on veut. Puis même chose au niveau d'une série, on peut prendre les droits et privilèges d'une catégorie puis les subdiviser entre différentes séries. Là, ici, par contre, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est une erreur qu'on voit fréquemment, c'est que des gens prévoient dans un capital action la possibilité de créer des séries. Okay? Puis là, la grande différence entre des catégories et des séries, c'est que si je veux créer des nouvelles catégories dans des statuts, il faut que ce soit une décision des actionnaires. C'est les actionnaires qui ont l'initiative de demander une modification au statut pour venir créer des catégories supplémentaires. Alors que les séries, là, ça devient l'initiative du conseil d'administration. Alors, il faut qu'au départ, les statuts disent il y a une catégorie, puis parmi la catégorie, les administrateurs peuvent prévoir différentes séries. Mais ce n'est pas parce que le capital action prévoit que les administrateurs peuvent adopter des séries qu'on a juste besoin une simple résolution du conseil qui les crée, ces séries-là. Il faut quand même déposer une modification de statut pour intégrer le texte descriptif des différentes séries pour que les séries puissent exister. Alors ça, c'est une erreur qu'on voit fréquemment, des gens qui pensent que juste parce qu'ils ont mis un capital action qui prévoit la possibilité de créer des séries, puis après ça, une simple résolution permet de les créer, mais ça ne fonctionne pas comme ça, tant au fédéral qu'au provincial.
il faut absolument déposer des statuts de modification pour décrire et faire exister les séries. La seule différence, c'est que l'initiative de la création de séries, c'est une initiative qui émane des administrateurs seuls. Les actionnaires n'ont pas à se prononcer. Alors que pour modifier les catégories, bien là, ça prend un vote des actionnaires aux 2 tiers. Alors voilà pour le petit lexique. On va passer maintenant à la distinction entre le capital légal, le capital versé et le capital comptable. Donc, le capital légal, c'est assez facile. Dans le fond, c'est la valeur, la considération, la contrepartie que la société a reçue lors de l'émission des actions. Puis, le principe, tant au fédéral qu'au provincial, c'est qu'on doit verser dans le compte de capital émis et payé ou dans le compte de capital déclaré la valeur de la considération qu'on a reçue. Donc, exceptionnellement, dans certaines circonstances, c'est possible de verser seulement une partie de la valeur qui est reçue. Généralement, c'est dans un contexte de fiscalité, quand on fait un roulement, quand une personne transfère un bien ou d'autres actions à la société, c'est possible de dire, même si le bien que j'ai transféré à la société vaut 1 million, on fait un choix de verser seulement une partie de la considération reçue, donc le million, dans le compte de capital émis et payé ou dans le compte de capital déclaré. Puis là, on peut mettre n'importe quoi qui est en bas de la valeur de la considération qui est reçue. Mais ce n'est pas dans toutes les circonstances qu'on peut le faire. C'est seulement si je transfère des biens ou des actions à la société en contrepartie de l'émission de nouvelles actions. Après ça, une fois que les actions sont en circulation, j'ai émis des actions, elles ont un capital qui est indiqué dans les statuts, bien, c'est possible de faire des changements au capital légal. On peut faire soit des augmentations ou des réductions. Ça veut dire que la société peut accepter un apport financier supplémentaire qui viendrait gonfler son capital légal sans modifier le nombre d'actions en circulation. Alors, ça peut être une façon pour des actionnaires d'investir davantage en équité dans leur société sans affecter leur ratio, puis sans modifier le nombre d'actions. On ne voudrait pas, par exemple, qu'il y ait des fluctuations dans les pourcentages de détention. On pourrait faire une augmentation de capital, puis là, l'actionnaire verse de l'argent à la société, ça augmente son capital. Puis, à l'inverse, quand un actionnaire dispose d'un capital important parce qu'il avait investi des sommes à la société, mais il pourrait aussi demander qu'on lui restitue ce capital-là sans qu'on modifie son nombre d'actions en circulation. Donc, c'est possible en toutes circonstances de faire des augmentations ou des réductions de capital une fois les actions émises. Ça peut être notamment une solution au Québec quand on a des actions qui sont émises avec un capital élevé, mais dont le capital est impayé, mais c'est possible de demander de faire une réduction du capital pour venir, disons, le ramener à son vrai capital, au capital qui est effectivement payé. Puis, finalement, une autre façon de récupérer son capital, c'est par un achat ou un rachat des actions émises par la société elle-même. Donc, quand la société rachète de ses propres actions ou achète de ses propres actions, elle va remettre à son actionnaire son capital investi, plus s'il y a lieu une plus-value ou une prime, si les actions sont rachetables à prime ou si elles ont une valeur supplémentaire. C'est important de comprendre que le capital légal, il est réparti par catégorie. OK? Donc, quand on a des émissions qui surviennent à différents moments dans l'histoire d'une société, par exemple, j'ai eu des actionnaires initiaux d'une société qui ont mis des petits montants au capital légal, puis plusieurs années après, j'ai un nouvel investisseur qui arrive, puis qui, lui, va amener un apport financier important en échange d'actions participantes, qui seraient le même type d'actions que les actionnaires initiaux. Mais si mon nouvel actionnaire investit dans la même catégorie que les actionnaires initiaux, bien, son capital va être dilué au prorata des actions de la catégorie. Alors, l'actionnaire qui arrive plus tard ne sera jamais en mesure de récupérer l'ensemble de son capital investi. Alors, dans ce contexte-là, ça peut être intéressant de créer 2 catégories d'actions qui ont des droits identiques, mais on pourra comme ça isoler le capital du nouvel actionnaire dans sa propre catégorie. Ensuite, le capital versé. Donc, le capital versé, c'est l'équivalent du capital légal, mais tel que défini dans les lois fiscales. Puis là, le principe est relativement simple. C'est que pour établir le capital versé des actions d'une société, on prend le capital légal, puis après ça, selon certaines dispositions spécifiques de la loi, il peut y avoir des réductions. OK? Parce que l'idée du capital versé fiscal, c'est que les lois fiscales considèrent qu'à chaque fois qu'un actionnaire récupère de l'argent d'une société, ça devrait être traité comme un dividende. Donc, dès qu'un actionnaire reçoit de l'argent d'une société, puis que ce n'est pas un remboursement du capital investi, il y a plein de dispositions de la loi qui disent « Ah, ça doit être traité comme un dividende. »
Alors, si je déclare un dividende, naturellement, l'actionnaire se taxe, mais si on rachète des actions, que l'actionnaire récupère un montant plus élevé que ce qu'il avait payé à l'origine, qui est son capital versé, mais tout l'excédent du capital sur le capital versé va toujours être considéré comme un dividende entre les mains de l'actionnaire. Alors, c'est pour ça que le capital versé, c'est une définition qui est excessivement importante en fiscalité. Puis, je vous ai indiqué là, plusieurs articles des lois fiscales. C'est des exemples de cas où le capital versé, dans le fond, on parle du capital légal, puis c'est toutes les dispositions de la loi, des lois fiscales qui viennent réduire le capital versé à un montant inférieur au capital légal. Donc, alors, ces dispositions-là, naturellement, c'est les fiscalistes qui les traitent, mais sont importantes parce que c'est seulement le capital versé fiscal qui peut être récupéré libre d'impôt et non pas le capital légal. Alors, petite attention à porter là, quand vous regardez dans les livres d'une société, mais des fois, ça arrive qu'on a des actions qui ont un immense capital légal. Puis là, on pense que notre client peut juste récupérer cet argent-là parce que c'est de l'argent qu'il a investi. Mais quand on recule puis qu'on trouve le moment où les actions ont été émises, on constate que les actions ont été émises, par exemple, dans le cadre d'un roulement ou d'un transfert d'actions d'une autre société. Puis qu'en vertu de règles spécifiques des lois fiscales, le capital légal a beau être très élevé, aux fins fiscales, il a été réduit à un tout petit montant. Puis là, ben, si on ne fait pas cette analyse-là de voir est-ce qu'il y a une réduction de capital versé fiscal, ben, il peut y arriver qu'on recommande à notre client de dire récupère ton capital, il n'y aura pas de conséquences fiscales. Le client récupère son argent, puis tout à coup, il se retrouve avec un avis de cotisation parce que ce n'était pas du vrai capital versé qu'il a récupéré. Puis finalement, le capital comptable, ben, c'est celui qu'on retrouve aux états financiers. Alors, je vous ai dit, je vous ai indiqué ici la source des règles du manuel des CPA du Canada là, qui décrit, dans le fond, ce qu'on doit indiquer dans des états financiers pour le capital comptable. Puis, c'est ce que vous voyez quand vous lisez des états financiers. Il y a toujours une section de capitaux propres où on voit le montant du capital action. Puis, quand on va voir dans les notes complémentaires, bien là, généralement, il va y avoir une description des droits principaux qui sont attachés à chacune des catégories qui sont émises en circulation. Puis, il va y avoir une section où on va indiquer par catégorie c'est quoi le capital. Puis là, quand il y a des fluctuations d'une année à une autre, il y a toujours une note qui vient indiquer, au cours de l'année, il y a eu des rachats de tant d'actions, si c'était à prime, on indique la prime, etc. Mais c'est important de comprendre que le capital qui est là, la valeur qui est là, ce n'est pas la valeur de rachat ou la valeur des actions, mais c'est la valeur du capital légal. Donc, c'est le capital légal qu'on vient mettre dans les états financiers. Alors, quand on fait une transaction, c'est toujours important d'aller vérifier nos chiffres aux trois endroits. Donc, d'abord, s'assurer que le capital légal concorde avec le capital fiscal, comptable, qu'on a le même nombre d'actions puis les mêmes valeurs de capital à la fois dans les registres de valeurs mobilières puis dans les états financiers. Puis finalement, il faut aller vérifier si on a un gros capital inscrit quelque part. Il faut s'assurer qu'au niveau fiscal, c'est du vrai capital qui est là puis qui n'a pas été réduit en vertu d'une disposition des lois fiscales. Puis là, dernière petite note, là, quand on parle de capital versé, il n'est pas défini au Québec, il est juste défini au fédéral. Le Québec a juste dit, bien, on va utiliser aux fins de la loi sur les impôts du Québec le capital tel qu'il est établi en vertu de la loi fédérale. Donc, il ne peut pas y avoir de différence entre le capital versé au Québec et au fédéral. C'est toujours le même montant. Alors, voilà pour la distinction entre capital légal, versé et comptable. Maintenant, quelques règles pratiques. On va tomber dans, là, je m'excuse, je suis peut-être allé un peu vite sur le début, là, j'ai l'impression que le temps passe vite, puis je veux couvrir les bouts les plus intéressants qui s'en viennent. Alors, d'abord, quelques règles d'interprétation. À quoi sert le capital action? Bien, le capital action, il sert à donner des droits aux actionnaires. Puis quels sont les droits qui sont donnés aux actionnaires? Bien, il y en a quatre. Il y en a trois qui sont spécifiquement prévus à la loi. Puis le quatrième, au Québec, il est maintenant prévu, mais au fédéral, il est implicite. Donc, premier droit, c'est le droit de voter à toutes les assemblées. Alors, quand on dispose, on détient des actions qui nous confèrent le droit de voter à l'Assemblée, mais ça veut dire que toutes les décisions qui relèvent des actionnaires ben, sont prises par les actionnaires dont les actions comportent le droit de voter lors des assemblées. Alors, c'est ça que l'actionnaire a comme droit dans l'administration de la société. L'actionnaire n'a pas d'autres droits dans l'administration. Dans le fond, son rôle se limite à nommer des administrateurs. Après ça, c'est les administrateurs qui vont gérer les affaires de la société, qui vont poser tous les gestes pour et au nom de la société. Puis, les actionnaires, eux, n'ont pas droit d'avoir, par exemple, accès aux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, d'avoir accès aux livres comptables.
Donc, les actionnaires, leur droit dans l'administration de la société se limite à l'exercice de leur droit de vote. Donc, nommer les administrateurs, à la fin de l'année, recevoir un compte-rendu sous forme d'état financier, puis ils ont le droit de nommer un vérificateur naturellement pour que les états financiers soient vérifiés par un tiers neutre et impartial. Puis après ça, ben, s'ils sont satisfaits, leur droit, ben, c'est de renommer des nouveaux administrateurs pour l'année suivante. Le deuxième droit important, c'est le droit de recevoir les dividendes. Donc, lorsqu'une société génère des profits, mais comment est-ce qu'elle fait pour distribuer ces profits à ses actionnaires? Bien, c'est par voie de déclaration de dividendes. Puis finalement, bien, le dernier droit, c'est le droit de se partager le reliquat des biens en cas de dissolution de la société. Si on mettait fin à l'existence juridique de la société, bien, qui récupérerait les biens de la société? Bien, ce sont les actionnaires en fonction du droit au reliquat qu'on leur donne en vertu des statuts. Là, vous allez voir, pour chacun de ces droits-là, on va aller un petit peu plus en détail. Là. On va les décrire davantage. Puis finalement, le dernier droit, mais c'est le droit à l'égalité. Ça, c'est un droit qui est souvent oublié, mais le principe de base, c'est que tous les actionnaires devraient avoir des droits égaux entre eux, à moins que les statuts prévoient autrement. Donc, dans la loi sur les sociétés par actions du Québec, c'est prévu spécifiquement. Au fédéral, ben, c'est un peu moins clair. Le principe, c'est que s'il y a une catégorie, naturellement, toutes les actions ont droit aux mêmes bases, au même droit de base, les trois droits qui sont là. Alors que s'il y a plusieurs catégories, ben là, il faut que la loi, là, que les statuts spécifient les droits et restrictions qui sont afférents à chacune des catégories. Puis là, ben, j'en arrive à une différence majeure entre la loi sur les sociétés par actions du Québec et la loi fédérale. C'est qu'au Québec, tous les droits sont présumés être attachés à toutes les catégories. OK? Alors, si je fais un capital d'action, puis j'écris juste la société est en droit d'émettre un nombre illimité d'actions A, B, C et D, bien, automatiquement, si je ne prévois rien d'autre, mes actions A, B, C et D sont toutes des actions qui donnent un vote par action, qui donnent droit au dividende, qui donnent droit au partage du reliquat, au prorata ou pari passu entre elles. Il n'y aura pas de distinction. La loi prévoit que tout le monde est égal. Alors, au fédéral, il y a une présomption que tous les droits sont attachés aux actions. Si je ne veux pas qu'un droit soit attaché à une action, je dois le retirer. Puis là, bien ça peut paraître anodin, mais souvent, on regarde dans des actions privilégiées. Puis là, j'ai des actions privilégiées qui sont rachetables à une valeur qui est fixe. Mais le droit au rachat à une valeur fixe, tout ce que ça dit, c'est que ben, moi, j'ai droit, avant les autres, de récupérer cette valeur-là. Mais si je ne limite pas la participation additionnelle au reliquat des biens, bien, elle repasse pari passu avec les actions ordinaires pour le reste. Alors, c'est important de toujours venir encadrer les droits. Tantôt, vous allez voir dans ma petite grille j'ai préparé une espèce de grille là, pour prévoir, inventer un nouveau capital action de toute pièce. Là. J'ai mis ça là, comme aide-mémoire. Au fédéral, c'est le contraire. Au fédéral, la loi dit que s'il y a plus d'une catégorie, ben, les statuts doivent spécifier quels sont les privilèges et restrictions attachés à chacune d'entre elles. Donc, si je ne spécifie pas de droit au fédéral, le droit n'existe pas. Alors, je vous dirais que la meilleure façon de ne jamais se tromper, c'est de toujours spécifier tant au fédéral qu'au provincial, avec précision, les droits, tous les droits. Alors, je me prononce toujours, est-ce que j'ai un vote ou est-ce que j'en ai pas? Est-ce que j'ai droit au dividende? Est-ce que j'y ai pas droit? Si j'y ai droit, de quelle manière? Même chose pour le remboursement en cas de liquidation ou dissolution de la société. Je vais toujours spécifier, tant au fédéral qu'au provincial, c'est quoi le droit du détenteur de la catégorie. Puis, ben, est-ce que j'ai une participation additionnelle ou pas? Je veux dire, est-ce que je participe au reliquat, au prorata avec le reste du monde? Mais je vais le spécifier aussi tout le temps. Comme ça, on ne se casse pas la tête. Mais des fois, ça arrive qu'on regarde un capital action, puis le capital action a été, disons, fait soit il y a très longtemps ou fait par le client lui-même. Puis là, on voit qu'il y a certaines choses qui sont spécifiées, puis d'autres non. Mais là, c'est important, au fédéral, au provincial, ce ne sera pas le même traitement. Maintenant, au niveau du vote. Là, j'ai énuméré ici toutes les décisions. Là, on veut savoir à quoi ça sert les votes. Là. Ben, d'abord, à élire les administrateurs. Mais au-delà de la nomination des administrateurs, c'est quoi les autres décisions qui sont prises par les actionnaires? Ben, les voici. Alors, je vous ai énuméré tant au fédéral qu'au provincial l'ensemble des décisions qui doivent être adoptées par résolution spéciale. Ça veut dire aux 2 tiers des actionnaires dont les actions comportent le droit de vote. Puis, là où il y a des petits astérix, c'est pour les différentes décisions où tous les actionnaires votent, que leurs actions comportent ou non le droit de vote.
Alors, par exemple, si je suis au fédéral, puis que je suis en train de vendre tous les éléments d'actifs de la société, bien, ça, c'est une décision, là, elle est ici, là, à 189.3 en bas à droite, mais c'est une décision qui requiert un vote aux 2 tiers de tous les actionnaires, que leurs actions comportent ou non le droit de vote. Alors, il y a plusieurs décisions qui sont comme ça. Puis finalement, ben, il y a certaines décisions qui doivent être adoptées à l'unanimité. Au fédéral, c'est facile. La seule décision, c'est la dispense d'un nommé vérificateur. Mais tout le monde doit se prononcer là-dessus. Pour qu'il y ait une dispense d'un nommé vérificateur, il faut que chacun des actionnaires de la société y consente que leurs actions confèrent ou non un droit de vote. Au Québec, ben là, il y a différents gestes qui requièrent un vote unanime. Par exemple, autoriser une émission d'actions irrégulières. La société a émis des actions au-delà du nombre limité d'actions qu'elle avait le droit d'émettre, mais normalement, ces actions-là ne devraient pas exister. On peut rectifier la situation en allant chercher le consentement de tous les actionnaires de la société. Alors, vous avez ici des exemples de décisions qui requièrent le vote de tous les actionnaires à l'unanimité. On va passer ensuite au droit aux dividendes. Donc, au niveau des dividendes, il y a plusieurs sortes de dividendes qu'on va retrouver selon le type de catégorie d'actions qu'on est en train de rédiger ou de lire. Premier dividende, ben, c'est le dividende simple, celui qu'on retrouve sur les actions ordinaires, où la société dit que chaque actionnaire a le droit de recevoir tout dividende déclaré par la société. Alors, ça, c'est un droit, le droit de base qui est donné sur les actions. Puis, après ça, ben, il y a différents types de dividendes qu'on va regarder ensemble. D'abord, les actions à dividendes discrétionnaires. C'est quoi, c'est une action à dividende discrétionnaire? D'abord, pour que j'ai des actions à dividende discrétionnaire, j'ai besoin d'avoir plusieurs catégories distinctes. Parce que là, ce que les statuts vont prévoir, c'est que le conseil d'administration peut choisir de déclarer sur une catégorie, à l'exclusion des autres, un dividende. Donc là, ça veut dire que pour chaque catégorie, c'est comme des silos distincts. Puis le conseil d'administration choisit comment il répartit son dividende entre les différentes catégories. Donc, c'est des actions qui servent à briser le droit à l'égalité. Autrement, il y a une présomption. Chacune des catégories d'actions qui prendra en même temps devrait recevoir leurs dividendes au prorata entre elles. L'exception, c'est les actions à dividendes discrétionnaires, mais il faut que ce soit spécifiquement prévu. Ce n'est pas parce que j'ai plusieurs catégories d'actions ordinaires que ce sont des actions à dividendes discrétionnaires. Il faut que ce soit spécifiquement mentionné dans les statuts que je peux verser un dividende sur la catégorie A à l'exclusion de B et C, ou sur B et C à l'exclusion de A, ou dans n'importe quelle autre proportion qui sera déterminée par le conseil d'administration. Là, ben, je retrouve du texte similaire comme ça dans chacune de mes 3 catégories. Autrement, le dividende est présumé pari passu ou au prorata des actions, pas seulement à l'intérieur de la catégorie, mais pour toutes les catégories entre elles qui prennent en même temps. Là, je vous ai mis un petit astérix. C'est une petite alerte, une petite chose à laquelle il faut faire très attention. Il n'y a pas beaucoup de décisions de la Cour qui portent sur les actions à dividendes discrétionnaires, mais généralement, quand il y en a, c'est sur leur évaluation. Puis là, il y a quand même une tendance qu'on peut tirer de la jurisprudence au sujet des actions ordinaires à dividendes discrétionnaires ou des actions à dividendes discrétionnaires tout court. C'est que quand on vient regrouper entre les mains d'un même actionnaire le contrôle, ça veut dire la capacité de nommer tous les administrateurs et le droit de recevoir un dividende sur sa catégorie à lui à l'exclusion des autres, mais ce que ça peut avoir pour incidence, c'est de conférer à cet actionnaire-là 100 de la valeur de la société. Pourquoi? Mais parce que lui, comme actionnaire de contrôle, peut nommer les administrateurs. C'est les administrateurs qui, eux, choisissent comment ils répartissent les dividendes. Puis lui, comme actionnaire de contrôle, il peut choisir de se donner tout le dividende à lui à l'exclusion des autres. Alors, dans ce contexte-là, il faut toujours faire attention. Si j'ai un actionnaire de contrôle puis que je veux m'assurer que la valeur puisse être répartie au prorata des actions émises, peu importe le droit au dividende, mais peut-être qu'il faudra que je vienne restreindre la capacité de cet actionnaire-là de prendre une décision seule pour répartir le dividende de manière discrétionnaire. Alors, je pourrais avoir, par exemple, une clause de convention unanime qui vient dire que tout dividende qui serait non proportionnel à la détention d'actions devra être adopté par l'ensemble des actionnaires et non pas seulement par l'actionnaire de contrôle. Puis là, ben, ça viendrait défaire cette espèce de risque-là d'isoler toute la valeur de la société entre les mains d'un seul actionnaire. Naturellement, je vous dis ça, ce n'est pas une recommandation à faire en toutes circonstances. Je fais juste souligner ici qu'il peut y avoir un risque d'évaluation. Il faut juste le garder en tête quand on met en place des structures de capital action
qui comprennent des actions ordinaires à dividendes discrétionnaires. Ensuite, on a le dividende à taux discrétionnaire. Ça, je vous dirais que c'est fort utile quand on veut créer des actions de gel, par exemple. Je fais un gel successoral, je veux introduire une nouvelle fiducie ou des nouveaux actionnaires à l'actionnariat de la société. Bien, je dois prendre la valeur déjà existante de la société, puis je viens l'isoler dans une catégorie d'actions qui est rachetable à un prix qui est fixe. Là, ben, j'émets des nouvelles actions à quelqu'un d'autre. Là, tout va bien, cette transaction-là se conclut. Puis là, ben, 1 an, 2 ans après, je veux déclarer un dividende. Puis là, ben, si j'ai des actions de gel qui donnent droit à un dividende qui est préférentiel, à un montant qui est fixe, mais là, je n'ai pas la souplesse de déclarer mon dividende comme je veux. Je suis obligé de donner un rendement à cet actionnaire-là. Mais des fois, j'ai mis en place une fiducie justement parce que je voulais utiliser la fiducie pour envoyer les dividendes à travers la fiducie puis les placer ailleurs. Je n'ai pas envie d'avoir à verser un dividende à l'actionnaire qui a fait le gel. Là, si j'ai un taux qui est fixe, qui est prévu dans les statuts, ben, je vais être obligé soit de lui verser une partie du dividende qui est déclaré ou de demander une renonciation à sa part du dividende. Là, ben, les renonciations, s'il y en a parmi vous qui ont l'habitude d'en faire fréquemment, ben, sachez que c'est très risqué fiscalement. Il y a eu une position administrative du gouvernement du Québec qui a été transmise là, dans un congrès il y a quelques années où le gouvernement du Québec est venu dire qu'il considérait qu'il y a un avantage qui est conféré quand un actionnaire renonce à son dividende en faveur d'un autre, mais il peut quand même se faire taxer sur le dividende. Donc, si l'actionnaire avait droit à un dividende, puis qu'il a renoncé, puis que ce même dividende-là s'est retrouvé entre les mains de quelqu'un d'autre, mais ça peut être l'actionnaire qui a renoncé, qui paye l'impôt sur ce dividende-là, même s'il n'a rien reçu. Alors, c'est un risque qui est important, surtout quand les dividendes sont de montants, de grands montants. Alors, pour éviter ce problème-là, si on veut avoir la souplesse de ne pas déclarer un dividende sur des actions privilégiées, on peut prévoir des actions dont le dividende est à taux discrétionnaire. Ça veut dire que dans les statuts, on indique les actions, par exemple, privilégiées, catégorie B, confèrent à leurs détenteurs le droit de recevoir un dividende dont le taux sera déterminé à la discrétion du conseil d'administration à n'importe quoi entre 0 et 10 ou 12% l'an, par exemple, sur la valeur de rachat. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est que le conseil d'administration peut dire, bon, ben ici, on veut déclarer un dividende sur les privilégiés, pas de problème. Je mets 10%, j'y verse son rendement. Ou non, je veux pouvoir passer par-dessus les privilégiés, me ramasser direct sur les ordinaires. Mais là, je peux dire, ben, dans ce cas-là, je fixe le taux à 0. Puis là, ben, les détenteurs ont droit à rien. Le dividende passe à la catégorie suivante. OK? Vous allez voir tantôt, quand on va décrire, je vais vous décrire un peu les caractéristiques qu'on doit retrouver, par exemple, dans des actions de gel. Puis, ce n'est pas nécessaire que ces actions-là aient droit à un dividende. On pourrait avoir des actions qui ne donnent carrément pas le droit à un dividende. Après ça, on a le dividende illimité. Ça, le dividende illimité, je vous dirais que c'est un concept un peu particulier. Des fois, les gens créent des dividendes illimités sans s'en rendre compte, souvent dans des actions privilégiées, où on dit que le conseil d'administration peut déclarer tout montant de dividendes à sa discrétion sur une catégorie. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est qu'on peut, à l'exclusion des autres. Ça fait qu'on pourrait vider la société sur une catégorie à l'exclusion de toutes les autres. Alors ça, ça peut être un peu risqué de créer des catégories comme celle-là. Puis on les distingue un petit peu des actions à dividendes discrétionnaires parce que souvent, elles outrepassent les rangs qui sont autrement prévus dans les statuts. Ça veut dire que sans égard aux gens qui normalement prendraient rang avant moi, ben, je pourrais recevoir tout dividende déclaré par le conseil de manière illimitée. Après ça, un dividende fixe. Alors, pourquoi je parle ici d'un dividende fixe? Mais c'est en lien avec le dividende cumulatif. C'est que quand un dividende est fixe, ça veut dire qu'il n'est pas assujetti à la discrétion des administrateurs. Un dividende fixe, ça peut être, par exemple, des actions qui donnent droit à un dividende d'1 $ par action, ou des actions qui donnent droit à un dividende de 5% l'an, ou de 0,75% par mois, ou un dividende qui correspond au taux préférentiel des prêts commerciaux de l'institution financière de la société, plus 1, plus 2, plus 3. Donc, tous ces dividendes-là sont des dividendes fixes. Ça veut dire que quand la société déclare un dividende, puis qu'elle arrive pour en faire la répartition entre les actions, bien, la catégorie qui a droit à ce dividende-là, le droit au dividende est préétabli. Donc, il n'est pas sujet à l'exercice de la discrétion des administrateurs. Donc, quand on déclare un dividende dans une société, mais ça se fait toujours à 2 niveaux. D'abord, il y a le conseil d'administration qui adopte une résolution pour déclarer un dividende d'un certain montant. Ensuite de ça, il faut en faire la répartition parmi les actions émises en circulation. Mais là, si le dividende est fixe, ça veut dire qu'il y a droit
à un montant qui est préétabli, qui n'est pas assujetti à la discrétion du conseil. Un dividende fixe est présumé cumulatif, à moins qu'on précise qu'il ne l'est pas. Ça, c'est pas écrit dans les lois, c'est une présomption qui est tirée de la jurisprudence. Donc, c'est recommandé de toujours indiquer si un dividende est cumulatif ou non pour éviter de tomber par erreur avec un dividende fixe qui, sans que ce soit marqué, est cumulatif, parce que ça peut créer des immenses distorsions dans la valeur des actions. Après ça, dividende cumulatif ou non cumulatif, ben, le dividende cumulatif, naturellement, s'accumule même s'il n'est jamais déclaré, puis il va venir généralement gonfler la valeur des actions, puis il va toujours prendre rang dans le rang qui est fixé dans les statuts. Alors, par exemple, si j'ai 3 rangs, le troisième rang, c'est un dividende cumulatif, mais même si y a un dividende qui est accumulé, il ne va pas outrepasser le rang des deux autres, à moins que les statuts prévoient spécifiquement que tout arrérage sur un dividende accumulé non payé prend rang avant les autres. Puis finalement, ben, un dividende préférentiel, ben, c'est juste qu'il y a un droit de préférence sur une autre catégorie, c'est-à-dire qu'il prend un rang avant quelqu'un d'autre dans les statuts. Là, je vois que le temps file. Alors, je pense qu'on va aller directement à la grille de rédaction, puis après ça, je vais passer à travers les différents types de catégories que je voulais vous montrer. Alors, souvent, on utilise des modèles. Hein, vous avez des capital actions modèles, puis on joue peu avec. Des fois, il y a des gens qui ont des capitales avec 30 catégories et utilisent toujours les mêmes. Il y a d'autres personnes qui ont plutôt la, la, la philosophie de juste créer le nombre, le type de catégories qui sont absolument nécessaires dans la vie de la société. Souvent, quand on a des startups qui font des financements, des rondes de financement, qui mettent des safes, des choses comme ça, mais on veut avoir juste une catégorie d'actions participantes parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de risque qu'une autre émission à faire de quelqu'un d'autre vienne faire une dilution ou que ça change des prorata. Mais dans d'autres circonstances, souvent dans les PME, on veut avoir une souplesse pour pouvoir faire des réorganisations corporatives, faire un gel successoral, changer le pourcentage de vote sans que ça soit nécessairement attaché au pourcentage de valeur. Alors, dans ce cas-là, ben, on peut créer des capitales actions sur mesure. Puis là, ben, un tableau comme celui-là, c'est une espèce de petite grille qui vous permet de concevoir un capital action maison. Alors, on regarde chacun des types de droits qu'on doit attacher à chaque action. On vient remplir notre tableau en disant, bon, ben, ma première catégorie, elle va s'appeler A, puis voici les droits que je veux lui donner, ma deuxième catégorie. Puis là, ben, on part de là, puis là, on peut rédiger catégorie par catégorie, dans le fond, en incluant tous les droits qu'on veut attacher à chacune. Puis ça nous permet de faire une validation que nos rangs sont corrects, que tous les droits qu'on veut trouver sont là, qu'on n'a rien oublié. Alors, ça permet de concevoir un capital, puis après ça, de valider si, dans notre rédaction, notre capital est conforme. Puis, ben, ça peut être aussi un outil pratique pour, à l'inverse, prendre un capital déjà existant, puis venir résumer les droits qui sont conférés là, par les actions des différentes catégories. Là, il y a différentes façons de rédiger les capitales. Soit qu'on rédige catégorie par catégorie pour mettre tous les droits, dans le fond, dans une catégorie, puis la catégorie se lit seule. Il y a d'autres personnes qui ont des modes de rédaction différents qui vont rédiger le capital action par droit. Donc, on commence par les votes, puis on dit, ben, A, B vote, C, D, E vote pas. A a droit à un dividende comme ça, B, C, D, pas de dividende, E a droit à tel type de dividende. Fait qu'on les répartit par droit au lieu de les répartir par catégorie. Mais là, je vous dirais que c'est une question comment votre cerveau fonctionne. Moi, personnellement, je préfère par catégorie, mais il y a des gens qui préfèrent par droit. Puis, finalement, on va passer toutes sortes de catégories d'actions qui sont utilisées couramment. D'abord, les actions participantes. Les actions participantes, c'est facile. C'est les actions qui donnent droit à tous les dividendes puis aux reliquats. Puis on peut les avoir avec ou sans droit de vote selon ce qu'on a besoin dans les circonstances. Les actions de contrôle, c'est des actions qui, généralement, donnent le droit de vote, mais qui ne donnent pas d'autres droits que le droit de vote. Sont généralement sans droit de dividende, rachetables au montant du capital. Puis, une petite particularité, c'est que souvent, on les rend rachetables au décès du détenteur parce qu'on ne veut pas que le contrôle ou le droit d'exercer des votes puisse passer à des gens qu'on n'a pas choisis dans une succession, par exemple, ou on les rend aussi rachetables en cas de faillite du détenteur pour pas qu'un syndic acquiert le contrôle de la société. Là, je vous ai mis un petit astérix, là. Attention, au fédéral, si vous avez des actions de contrôle émises en circulation entre les mains d'une personne, puis qu'il n'y a pas d'autres actions émises en circulation, ça arrive des fois quand on fait un gel, on a l'auteur du gel, il y a ses actions de contrôle, il y a ses actions de gel, on met une fiducie qui détient des participantes non votantes, puis l'auteur du gel, c'est le seul administrateur. Mais s'il décède,
Ces actions de contrôle sont rachetées automatiquement. J'ai plus d'administrateur, j'ai plus d'actions votantes. Il n'y a pas de solution. Parce que si dans mes actions ordinaires, j'ai dit les actions ne votent pas, mais le vote supplétif qui est prévu à 140 paragraphe 1 de la LCSA, il ne s'appliquera pas. 140 paragraphe 1, ça dit que à moins d'effets contraires dans les statuts, chaque action donne droit à un vote. Mais si j'ai retiré le droit de vote, mais je ne peux pas leur donner par cette disposition-là. Fait que je pourrais me retrouver dans une situation où je pense en fait un beau gel en faveur d'une fiducie. L'auteur de mon gel décède, puis là, je me retrouve avec une société qui a plus d'administrateurs pour émettre des nouvelles actions, puis plus d'actionnaires votants pour nommer des nouveaux administrateurs. Fait que là, c'est un casse-tête. Actions de financement, c'est généralement des actions qui sont sans droit de vote, qui vont donner un rendement qui est basé sur le capital investi. Puis là, ben, des fois, quand on a des investisseurs institutionnels, ben, ils veulent aussi que leurs actions soient convertibles en ordinaire, par exemple en cas d'événement de liquidité ou en cas de difficulté financière. Fait qu'il peut y avoir des privilèges de conversion rattachés à ces actions-là. Mais la base, c'est que c'est des actions qui sont généralement non votantes, mais qui vont donner droit à un rendement fixe sur la valeur du capital qui est réellement investi. Puis, on va les avoir soit rachetables unilatéralement, c'est-à-dire que la société peut n'importe quand se débarrasser de son prêteur en remboursant le capital, ou rachetables au gré du détenteur. Après ça, on a des actions de roulement. Les actions de roulement ou des actions de gel, c'est des actions qu'on utilise pour des fins fiscales. Quand on veut transférer un bien à une société sans que le vendeur du bien ait à se taxer sur la plus-value du bien. Puis là, ben, c'est important, ces actions-là, pour que le gel soit reconnu par les autorités fiscales. Mais il y a des caractéristiques particulières qu'on doit retrouver, qui doivent être attachées à ces actions-là. Puis, ces caractéristiques-là, en fait, doivent faire en sorte que les actions maintiennent leur valeur dans le temps. Puis, qu'est-ce qui est considéré comme acceptable par les autorités fiscales? Bien, les deux éléments principaux, c'est que les actions soient rachetables au gré du détenteur. Donc, il faut absolument que l'actionnaire puisse, en toutes circonstances, dire je veux récupérer ma valeur, puis que la société sera obligée de le payer, naturellement, sous réserve du respect des tests de solvabilité puis des tests de maintien de capital. Là. Mais il faut que l'actionnaire puisse, en toutes circonstances, exiger de récupérer son argent. Puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que je puisse déclarer un dividende à un autre, sur une autre catégorie, qui viendrait faire en sorte que la société n'est plus en mesure de racheter des actions à leur pleine valeur. Alors, prévoir restriction aux distributions sur les autres catégories, ça voudrait dire que si j'ai des actions de gel, bien, nécessairement sur les autres catégories d'actions, je dois toujours avoir un paragraphe qui vient dire bien, on ne peut pas déclarer un dividende sur les actions participantes si ça ferait en sorte que la société n'était plus en mesure de payer la pleine valeur de rachat des actions de gel qui sont en circulation. OK? Donc, sans ces deux éléments-là, mais le gel peut ne pas être reconnu par les autorités fiscales. Puis là, ben, on vient de se mettre les pieds dans les plats. La valeur de rachat va toujours correspondre à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été transmis par la société, puis va comprendre une clause d'ajustement de prix si jamais les autorités fiscales viennent réévaluer la valeur de la transaction pour qu'on puisse s'ajuster puis que ça demeure un roulement fiscal. Un autre type d'action qui est intéressant à fiscaliser, c'est les actions ILO. C'est des actions qui vont avoir un petit capital puis une valeur de rachat élevée fixe. Alors, ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on peut les émettre, on peut déclarer un dividende en payable en actions ILO. Pour l'actionnaire qui le reçoit, dans le fond, le montant sur lequel il va se taxer, c'est l'augmentation du capital. Fait que là, j'ai un petit capital, mais je peux isoler une grande valeur entre ses mains parce qu'il y a une valeur de rachat qui est très élevée. Alors, ce que ça fait, c'est que ça peut isoler entre les mains d'un actionnaire des actions, en fait, une valeur importante sans générer un impact fiscal important au moment de l'émission des actions. Au provincial, ces actions-là, généralement, on les met à valeur nominale. En fait, c'est ça le mécanisme qui est le plus simple. Au fédéral, les valeurs nominales n'existent pas. Alors, c'est important, quand on regarde au fédéral, dans le fond, le principe, c'est que la société doit verser dans son compte de capital déclaré la valeur du dividende en actions qu'elle a déclaré. Alors, si je veux qu'il y ait un petit capital, mais je déclare un dividende de 1 payable par 100 actions rachetables à 100 000 bien, je vais avoir 100 actions, 1 C'est ça mon montant que je mets au capital déclaré. La valeur de rachat, elle va être beaucoup plus élevée. Naturellement, il faut toujours faire attention. Est-ce que je suis en train de réduire la valeur de quelqu'un qui pourrait s'en plaindre? Là, il y a toujours la possibilité d'avoir un recours pour oppression là, si on fait ça abusivement. Puis, il faut faire attention aussi en fiscalité. Je ne peux pas changer la répartition de la valeur entre les actionnaires par un dividende en action. Sinon, c'est un avantage conféré à l'actionnaire qui reçoit la plus-value. Alors, je vous dis ça bien rapidement. Trois derniers types de catégories d'actions, puis après ça, on va avoir terminé.
Les actions privilégiées à dividendes discrétionnaires, c'est des types d'actions qu'on retrouvait beaucoup avant 2015, qu'on retrouve moins maintenant, mais qui peuvent permettre de donner à un actionnaire le droit de recevoir beaucoup de dividendes, même s'il n'y a pas de valeur. Alors, la différence entre une action ordinaire à dividende discrétionnaire et privilégiée à dividende discrétionnaire, c'est que l'ordinaire participe à la plus-value de la société, alors que la privilégiée, généralement, est rachetable au montant du capital. Donc, c'est des actions on achète 100 actions 100 pièces, on a droit à tous les dividendes que la société pourra déclarer. Euh, les tracking shares, là, je ne sais pas si je m'embarque dans quelque chose de compliqué, mais je vois que le temps file. Alors, ce que je vais vous dire, en fait, parce que mon dernier sujet, c'était des actions d'assurance vie. Là, je vois qu'il est déjà 12h50, j'ai dépassé mon temps. Alors, je vais vous dire merci. Puis, je vais vous diriger à Ranishta. Je vais lui céder la parole qui va pouvoir vous indiquer, dans le fond, parce que l'information que vous retrouvez dans la présentation d'aujourd'hui est tirée de bulletins. Donc, tantôt, on vous a dit que je publiais des bulletins chez LexisNexis. Puis là, ben, on est en train de créer un triptyque, donc 3 bulletins différents qui traitent du capital action. Les 2 premiers, dans le fond, traitent du lexique, puis des droits rattachés aux actions. Puis le troisième, qui va sortir en juin, va parler de toutes ces différentes sortes d'actions-là, puis les droits qu'on doit y rattacher. Alors, si vous voulez en connaître davantage, ça passe vite aujourd'hui, mais je vous réfère au bulletin. Puis là-dessus, ben, je vais céder la parole à Ranishta. Merci à tous de votre attention. Merci, Maître Martel. Donc, je vais partager avec vous la façon dont vous allez pouvoir accéder à la ressource sur notre plateforme et je vais aussi vous présenter la façon, en fait, dont la ressource est disponible. Est-ce que vous pouvez voir mon écran sur la plateforme de recherche? Parfait. Donc, le bulletin dont vous parle Maître Martel se trouve en fait sur notre plateforme de Lexis Plus Canada. Pour y accéder, à partir de votre page d'accueil sur la recherche juridique, veuillez venir cliquer dans votre fenêtre Explorer le contenu sur Bulletin. Et ça vous amènera donc à la liste de nos bulletins où vous pourrez récupérer donc le bulletin à la fin de la liste. Donc, il s'agit d'un bulletin en droit des affaires. Vous avez, c'est un bulletin qui est relativement récent, qui est publié à chaque mois, comme vous pouvez le voir ici présent. Pour savoir comment le bulletin fonctionne, vous pouvez vous référer au premier numéro, donc que l'on voit ici qui a été publié en décembre. Donc, le premier numéro vous fournit donc une partie bienvenue au lecteur qui vous explique la manière dont le bulletin est divisé. Vous avez 4 différents volets. Donc, un premier volet pour les nouveautés législatives, un second sur les changements pertinents à la jurisprudence, donc qui s'intitule Le tribunal se prononce. Vous en avez aussi 2 autres volets, donc celui tout ce que vous devez savoir sur qui vise à approfondir un sujet en particulier, donc un sujet en droit des affaires, droit des sociétés. Et vous avez finalement la partie habilité de rédaction qui, elle, va concerner donc qui est concernée d'ailleurs par la triptyque qu'a mentionné Maître Martel avec les 3 différents bulletins qui traitent du sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, il fournit un lexique, des définitions, des explications des définitions, des explications sur les différents droits afférents au capital action, aux différentes capital actions. Et vous avez aussi une troisième partie qui va vous fournir donc les grilles explicatives de la rédaction sur mesure, par exemple. Vous avez ainsi donc des explications plus détaillées dans ces 3 bulletins-ci. Donc, je vais vous fournir un aperçu parce que, étant donné que le temps passe, on va aller directement voir les 2 derniers bulletins qui sont sortis. Par contre, si ça vous intéresse d'aller consulter les derniers bulletins, vous allez voir que les derniers bulletins d'ailleurs traite de différents sujets. Donc, on a par exemple 2 bulletins. Le tribunal se prononce sur les clauses de réduction qui suivent d'ailleurs 2 différents numéros à la fois. Donc, vous allez voir que les différents numéros du bulletin vont parfois traiter d'un seul volet ou encore de différents volets dépendamment donc des sujets récents dans l'actualité, donc du droit des affaires ou du droit des sociétés. Le premier numéro d'ailleurs traite donc de changements dans la législation. Donc, si on s'en va maintenant sur le premier numéro du triptyque, donc vous allez y récupérer les définitions que vous a exposées Maître Martel pendant la présentation.
Ces définitions vont être présentées selon un ordre logique, non pas par ordre alphabétique, ce qui fait que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à les consulter. Vous allez aussi pouvoir y récupérer donc un approfondissement de ces définitions-ci. Donc, par exemple, les différentes définitions de termes qui auront été données au cours de la définition d'aujourd'hui vont y être fournies avec les références en ordre de bas de page à la législation qui a été utilisée. Si on va se rendre maintenant sur le second bulletin, donc celui-ci va vous fournir une explication des droits conférés par les actions. Il vous présente ces droits-ci et avec la présentation des droits, donc j'ai vu certains parmi vous qui étaient intéressés par les tableaux. Donc, il y avait dans la présentation, vous pouvez retrouver ces tableaux-ci dans le bulletin. Donc, qui expose, par exemple, ici les différents types de décisions qui requièrent un vote des actionnaires pour les deux différentes législations, donc la loi sur les sociétés par action au Québec et la loi canadienne sur les sociétés par action. Donc, vous pouvez retrouver ces informations-ci présentes dans ce deuxième numéro de la collection des 3 différents bulletins, donc de la triptyque. Et vous pouvez aussi récupérer des exemples d'ailleurs des différentes actions, des différents dividendes qui aura été mentionné par Maître Martel dans ce numéro-ci. Le troisième numéro qui n'est pas encore sorti, qui doit sortir en juin, vous permettra donc d'accéder à la mise en pratique, en fait, des définitions et des droits qui sont présentés et expliqués dans les 2 derniers numéros du bulletin. Et si vous souhaitez donc savoir quand est-ce que le nouveau numéro sera disponible, vous pouvez vous créer une alerte sur ce bulletin-ci de la manière suivante. Donc, à partir de la table démentière de votre bulletin, vous pouvez venir cliquer sur la clochette qui se trouve au-dessus de la table démentière pour pouvoir donc paramétrer une alerte de publication sur le bulletin et le savoir dès qu'il y a un nouveau numéro qui sort. Donc, vous pouvez paramétrer votre alerte selon la date la durée, en fait, la date de début et de fin. La façon dont vous voulez recevoir vos notifications, donc si vous choisissez de les recevoir par courriel, vous pourrez ainsi directement accéder au bulletin, au nouveau numéro qui est sorti pour votre bulletin. Et vous pouvez aussi choisir la fréquence à laquelle vous voulez recevoir vos notifications. Sachez que Maître Martel a généreusement offert donc de considérer vos suggestions de sujets pour les prochains numéros des bulletins. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette suggestion-ci à la fin de chaque numéro. Vous avez d'ailleurs le courriel de Maître Martel à la fin de chaque numéro du bulletin. Si vous avez des questions aussi sur les différents sujets qui sont traités dans chaque numéro du bulletin, vous êtes invité à les envoyer par courriel. On vous encourage d'ailleurs à les envoyer si vous en avez. Et sur ce, ça conclut notre présentation d'aujourd'hui et du bulletin donc de Maître Martel. J'ouvre ainsi la place aux questions. Merci Ranishta, merci Maître Martel. Aussi merci à tous les participants et participantes pour avoir posé plusieurs questions. Malheureusement, il nous reste pas beaucoup de temps. Alors, on va poser une question à Maître Martel qui provient de Maître Rodriguez. Alors, est-ce que l'article 59 de la loi sur les sociétés par action peut servir à valider les émissions d'actions qui n'existaient pas dans les statuts lors des émissions? Oui, c'est à ça que ça sert. Super. Dans le fond, quand on regarde l'article 59, si on a fait une émission d'action excédentaire, par exemple, qui excède le nombre d'actions qu'on était en droit d'émettre, dans le fond, on peut, par une résolution qui va être adoptée à l'unanimité par tous les actionnaires, régulariser la situation, déposer des statuts de modification, puis ça va avoir un effet rétroactif. Dans le fond, ça va valider rétroactivement l'émission des actions. Mais il faut quand même déposer des statuts. On ne peut pas juste l'approuver par résolution. Là, il faut quand même modifier les statuts pour défaire l'irrégularité ou l'illégalité. Merci, Maître Martel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y en avait d'autres, mais je ne sais pas si on... Tu peux y aller avec une ou deux. OK, Puis on peut parfait. conclure. Je ne voulais pas me faire chicaner.
Alors, une autre question qu'on a eue, cette fois-ci anonyme, c'est dans le cas d'un dividende cumulatif, est-ce que le dividende s'accumule à partir du moment de l'émission des actions ou à un autre moment? Habituellement, c'est à côté de l'émission, mais les statuts peuvent prévoir qu'il va s'accumuler à un autre moment qui pourrait être déterminé par les administrateurs lors de l'émission. Alors, Mhm. souvent, le capital action va prévoir que les actions ont droit à un dividende cumulatif. Si on dit rien d'autre, ben, c'est à compter de leur émission. Mais des fois, on prévoit la possibilité de fixer la date du début du cumul, par exemple, un délai de 6 mois qui suit l'émission. Puis là, Mhm. ben, ce sera au conseil d'administration de décider à partir de quand le dividende devient cumulatif. Mais le principe, c'est à compter de l'émission. OK. Merci. Une dernière question. Oui. Alors, une question de Maître Wahab. Est-ce qu'une action rachetable peut être rachetée en vertu de la loi sur les sociétés par action au Québec, même si ce n'est pas explicitement prévu par les statuts? Ben, une action rachetable, dans le fond, il faut que ce soit prévu dans les statuts. C'est la définition action rachetable, si je le mets en guillemets, Oui. les mots collés ensemble, action rachetable, c'est un terme défini dans la loi. Mhm. Puis, on peut seulement avoir une action rachetable si c'est prévu dans les statuts. Alors, OK. après ça, c'est pas parce que mes actions ne sont pas rachetables en vertu des statuts que la société ne peut pas les acheter. Donc, la Mhm. société, c'est l'article 93 de la LSA qui le prévoit, Mhm. indique là, qu'en toutes circonstances, une société peut se porter acquéreur des actions de son propre capital par voie Mhm. d'achat, de rachat ou d'échange. La seule Mhm. condition, c'est la condition qu'elles soient entièrement payées. Puis là, ben, Mhm. finalement, il y a une autre exception qui est à 94, là, parce que si jamais on a des actions qui sont rachetables unilatéralement, mais on ne peut pas les racheter sans les avoir entièrement payées ou on ne peut pas les acheter pour un montant plus élevé que leur valeur de rachat. Mais Mhm. sinon, la société, ça c'est tant au Québec qu'au fédéral, peut toujours, de gré à gré, acheter des actions de son propre capital. Merci. Merci beaucoup, Anne. Et c'est la fin du webinaire. Merci beaucoup à Maître Martel et Ranisha Sonan pour votre présentation informative. Nous espérons que ce webinaire vous a fourni des connaissances précieuses sur la convention et la rédaction d'un capital action. Je vous rappelle que cette session a été enregistrée et vous pouvez la retrouver dans notre page ressources. Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin de clarification, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.